Bonjour à toutes et à tous. Donc, on a commencé à interagir ce matin. Jean-Philippe Borello, je suis directeur des soins sur le CHU de Rennes. Le sujet, c'était accompagner le questionnement éthique, un enjeu majeur pour une direction des soins. C'était peut-être important dans un premier temps de préciser ce que c'est que la direction des soins, parce qu'on en parle beaucoup, mais je ne sais pas si dans la salle tout le monde sait ce que c'est qu'un directeur des soins, et notamment de quelle place il parle. C'est important pour moi de dire que je suis infirmier de formation initiale et que tous les directeurs des soins ont un passé professionnel paramédical. Donc on est tous paramédical de formation initiale et en plus on a été cadre de santé puisque c'est une condition pour accéder à la fonction de directeur des soins. Ce qui explique aussi notre position dans l'équipe de direction, c'est qu'on connaît les organisations soignantes et on connaît les métiers paramédicaux. Donc c'est à la fois une plus-value et c'est intéressant, mais c'est aussi ce qui peut nous mettre en tension sur certaines décisions parce que du coup, on n'a pas la même vision que les collègues directeurs, on a une vision qui est complémentaire. Alors ils viennent nous chercher là-dessus, ça les intéresse, mais à des moments, on est un petit peu le caillou dans la chaussure parce qu'on va les questionner sur des choses sur lesquelles ils n'aimeraient pas forcément qu'on les questionne. En tout cas, moi j'ai une double loyauté à respecter, c'est la loyauté à ma direction, évidemment, et la loyauté à mon métier d'origine et à la filière paramédicale et à tous les paramédicaux que j'accompagne. Quand on a évoqué le sujet de la table ronde d'aujourd'hui avec les REB, assez spontanément j'ai pensé à inviter deux cadres du CHU de Rennes que je vais présenter et je les remercie parce que aussi spontanément elles ont répondu présentes à l'appel et elles étaient partantes pour venir intervenir avec moi au jour d'aujourd'hui. Donc à ma droite on a Bénédicte Moinard qui est cadre supérieur de santé sur le pôle pharmacie et odontologie et encore plus à droite on a Hélène Richard qui est cadre de santé en urologie. On va vous parler aujourd'hui de choses qu'on a essayé de mettre en place sur le CHU de Rennes. Alors c'est pas des retours d'expérience, mais c'est des projets qui pour le coup sont déjà bien avancés pour les deux. Et on va partager avec vous ces expériences-là. Donc je leur laisse la parole. Merci beaucoup. Donc moi, je suis venue vous parler d'une expérience, d'une volonté de faire d'une contrainte, d'un irritant, quelque chose de positif dans le quotidien des équipes. Je sors de l'école, l'éthique est abordée en école de management, la démocratie en santé, la relation aux usagers également. J'arrive dans un contexte où l'été, on est en difficulté de personnel, où la question c'est comment maintenir l'activité et comment maintenir les congés des professionnels, comment on change de cap avec une équipe globalement assez jeune. On s'interroge parce que pour moi l'éthique c'est avant tout prendre le temps de s'interroger, on en discute. On en discute avec l'équipe qui est très demandeuse des 12 heures. Donc 12 heures en chirurgie digestive, c'est lourd, c'est long. Certaines sont inquiètes. Je les invite à aller s'interroger sur d'autres modèles, des modèles existants dans le secteur médico-social, les approches carpe diem qu'on peut voir se développer aussi en médico-social, mais surtout chez les patients atteints d'Alzheimer. Alors de suite, c'est plutôt, bah, nous non, nos patients ne sont pas atteints de maladie d'Alzheimer, non, mais allons plus loin. On a une grande place dans le service de chirurgie hépatobiliaire à nos usagers et aussi à une association qui s'appelle Transhépat et aussi à un projet de réhabilitation après chirurgie où on est très proche de nos patients et nos patients, on les suit aussi en sortie d'hospitalisation. On discute avec eux, on prend le temps et on s'autorise de prendre le temps sur du temps informel sans définir les choses comme étant de l'éthique, mais juste en ayant le temps de se questionner. Et en fait, sur l'approche carpe diem, c'est aussi juste se dire à un moment donné, oui, les patients doivent avoir la toilette tous les jours. Oui, les patients doivent avoir les pansements de fait tous les 48 heures. Où est-ce qu'il est écrit que la toilette doit être faite avant 10 heures? Où est-ce qu'il est écrit qu'on doit prendre son petit déjeuner avant 7h30? Et où est-ce qu'il n'est pas écrit qu'on peut leur demander à quelle heure vous voulez déjeuner? Donc, par rapport à ça, avec l'équipe, hein, parce que c'est vraiment une vraie construction d'équipe, et au-delà même de l'équipe paramédicale, on a un médecin responsable du secteur qui nous dit, je vous suis, parce que si les médecins ne sont pas avec vous, on n'ira pas et on n'y arrivera pas. Donc, on construit un projet face à une contrainte, hein, qui est toujours cette petite arme noire de comment allons-nous faire pour préserver notre activité sans sacrifier les congés de nos soignants. Et les soignants ont besoin aussi de leurs congés. Et les 12 heures arrivent, les 12 heures de week-end. Donc on construit avec l'équipe un schéma de 12 heures. On met en place en 2 mois les 12 heures en revoyant les descriptifs de poste, en revoyant les mémos de prescription des médecins.
Et on teste pendant 7 semaines et on s'accompagne, on discute, on s'autorise à se tromper, à pas faire le bon choix et à réajuster parce qu'en fait, il faut laisser le temps de réévaluer, mais aussi d'entendre qu'à un moment donné, la réévaluation amène des actions. On se met dans une démarche qualité. On voit aussi avec nos partenaires, les services d'imagerie, hein, Madame ce matin disait qu'on est vraiment dans un cosmos, et on ressort de cette expérience où le retour, c'est le 12 heures la semaine, non. Le 12 heures le week-end, pourquoi pas. Et le 12 heures la nuit, bah, la semaine, non, parce que on ne peut pas avec la vie de famille, mais le samedi, dimanche, pourquoi pas. Là, à ce moment-là, l'institution et le CHU nous proposent d'être innovants dans nos organisations. Je me saisis de ça avec les équipes en disant, écoutez, on a essayé de changer nos modèles, et si on continuait? Et l'équipe dit, bah oui, mais comment? Et là, on me parle de la semaine de 4 jours. Je dis, bah, pourquoi pas? Et en fait, on travaille d'abord au sein de notre unité, avec la direction des soins, avec la direction des ressources humaines, hein, qui est partie prenante. On a des contraintes, on respecte les contraintes, mais on s'autorise à être créatif et on s'autorise à échanger et à se dire est-ce que ça ne fonctionnerait pas? Et on arrive à monter un projet où on arrive à embarquer aussi l'unité d'à côté, qui nous donne un petit peu plus de liberté, qui nous permet d'avoir des effectifs requis. Alors pour ceux, je ne sais pas si ça vous parle, donc d'avoir des effectifs en plus du lundi au dimanche, de sécuriser les congés d'été, de pouvoir aussi avoir un peu de soupape sur les arrêts maladie. Bon, voilà. Et on monte le projet, on revoit les descriptifs de tâches, on pousse le raisonnement. On pousse le raisonnement en se disant, bah, le descriptif de tâches, on ne va pas le construire par filière, on va le construire par binôme, par secteur. Et puis on va interroger nos patients et on va s'autoriser de dire, bah, peut-être que ce patient-là, le matin, il nous dit, je ne veux pas prendre de douche parce que cet après-midi, ma femme vient et je veux le prendre avec ma femme. Et bien, ok, on va s'autoriser à faire ça. On va analyser nos organisations, à quel moment on a besoin d'avoir du personnel. Et on arrive sur un modèle un peu hybride de gens qui sont en horaire de 10 heures le matin, de 8 heures d'après-midi, avec une période de chevauchement qui est une période qui correspond à notre pic d'activité, de sortie des blocs opératoires, d'entrée, où on peut aussi avoir des moments où on a des pansements en chirurgie digestive qui sont très lourds, donc la possibilité d'être à 4 mains soignantes pour faire un pansement. Et on avance le projet comme ça, on le met en place. Le test est en fin de test. On a demandé aussi que le test, pour être probant, soit de la durée d'un cycle de travail, pour que aussi les soignants puissent se rendre compte de toute la durée du cycle. 6 mois aussi, c'est pour avoir le retour de nos usagers, parce qu'avoir des... Voilà, je pense que vous êtes aussi soumis à ça, c'est sur les questionnaires qualité, on n'a pas forcément de retour. Donc on s'est dit qu'en 6 mois, on aurait suffisamment de retour pour faire cette analyse. Donc là, moi, j'ai quitté le pôle, hein, j'ai passé le relais à la personne qui est en poste, qui va faire le bilan, mais c'est de se dire que l'éthique, c'est s'autoriser à s'interroger et surtout s'autoriser pour nous, à ce moment-là, de tester quelque chose qui n'a jamais été fait et qui pourtant est possible, même à l'hôpital. Voilà. Je complète au fur... Merci. Je complète sur le regard du directeur des soins. Pour moi, c'est essentiel d'avoir des cadres de santé qui sont capables d'accompagner les projets de cette façon-là. Parce qu'effectivement, on est parti d'une contrainte et on a réfléchi à des modèles horaires, mais on n'a pas fait que ça, et elle n'a pas fait que ça. Elle a questionné les organisations, elle a questionné les organisations avec l'équipe, et elle a questionné les organisations en se basant sur les besoins, tant que faire se peut, des patients. Ben, je suis désolé, mais qui mieux qu'un cadre de santé peut faire ça au jour d'aujourd'hui dans un service? Personne. Et c'est pour ça qu'on a des cadres de santé dans les unités de soins, parce qu'elles seront capables d'avoir ce regard sur les organisations, sur les pratiques, et d'accompagner les paramédicaux. Donc c'est une très belle chose. On est parti effectivement d'une contrainte et on essaie d'en faire une opportunité. Donc je trouve que c'est vraiment chouette. Je passe la parole à Hélène. On va changer de monde. Petit virage à 360. Donc moi, je vais vous parler d'un projet de développement d'une activité chirurgicale au CHU de Rennes, donc la chirurgie d'affirmation de genre, qui a débuté en janvier 2022 au CHU de Rennes. Donc en fait, un chirurgien rennais a été se former quelques mois avant de développer l'activité à Lyon.
Et donc le projet s'est monté au niveau médical, chirurgical, et on a suivi très rapidement, donc ça a été vraiment une co-construction avec ce chirurgien et les paramédicaux. Et cette co-construction, pardon, c'est très vite agrandi avec le partage avec les usagers et les retours d'expérience des usagers. Donc en fait, ce chirurgien a été se former, nous a expliqué, a fait des cours pour les paramédicaux, expliqué la chirurgie, la prise en charge, ce dont il avait besoin, qu'est-ce que ça avait comme conséquence, on va dire quelle était la surveillance post-opératoire. On a réfléchi aussi avec lui sur le parcours du patient, donc de l'entrée en consultation, par la voie de la consultation, à la chirurgie, à la sortie de l'hôpital et au suivi. Donc, c'est-à-dire, on a sensibilisé les brancardiers, les blocs opératoires, la salle de surveillance post-interventionnelle. Donc, avec toute cette question du genre, parce qu'à l'hôpital, on est très genré, et notamment dans notre service. À l'époque, on avait encore les petites étiquettes avec les noms des patients. Bleu pour les hommes, rose pour les garçons. Voilà. Bleu pour les hommes, rose pour les femmes, pardon. Et donc, ça a permis de, justement, c'est tout bête ces étiquettes, mais de se poser les questions. Comment on fait pour un patient qui vient pour chirurgie d'affirmation de genre? Notamment, je ne vous ai pas précisé, c'était des chirurgies féminisantes qu'on a débutées en janvier 2022. Donc en fait, on a construit avec le chirurgien. Ma collègue cadre de santé est allée avec une infirmière du bloc opératoire, une infirmière coordinatrice et le chirurgien à Lyon. Donc déjà, c'était le monde du bloc opératoire et le monde de l'hospitalisation qui allaient ensemble, et ça c'était une force, voir ce qu'il en était, les attendus. Ensuite, donc les cours, etc. Et puis moi, en tant que cadre, accompagner les équipes sur la formation à de nouveaux matériels, de nouvelles prises en charge, qu'est-ce qu'on attend, etc. Donc en parallèle, moi j'ai suivi un DU qualité gestion des risques cette année-là, ça tombait bien, et mon sujet c'était le partenariat patient dans la chirurgie d'affirmation de genre. Donc j'ai aussi utilisé un outil qualité, enfin un patient traceur, utiliser cette méthode pour aider aussi au retour d'expérience de façon rapide. Et directement, on a vu qu'est-ce qu'il fallait améliorer, qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui dysfonctionnait dans ces prises en charge, qu'est-ce qu'il fallait améliorer. Et donc, depuis 2 ans, 2 ans et demi, on fait cette chirurgie. Et depuis, on est très rapide, enfin, très régulièrement, on prend en compte ce que les patientes nous rapportent parce qu'elles sont suivies après en hôpital de jour, etc., au CHU, en consultation. Donc soit par la voie des mails, soit par la voie des échanges, etc. On prend en compte ce que les patientes ont pu nous dire, ce que les soignants et soignantes ont pu nous dire aussi. On fait un retour aussi avec notre direction. Et puis, j'ai pu être amenée avec le chirurgien avec qui on a travaillé à faire plusieurs présentations au sein de l'institution, auprès de collègues cadres, d'autres collègues lors de la semaine patients, partenaires, etc., usagers. On a fait une présentation également. Normalement, le patient partenaire qu'on avait ciblé devait être présent, mais ce jour-là, il n'était pas présent. Donc voilà. Et puis, depuis le début de l'année, j'ai aussi voulu continuer sur le partenariat patient. Donc, j'ai sollicité 2 patientes qui se sont faites opérer dans l'unité. Sur les 2 patientes, il y en a une qui a quand même vécu une complication. Donc, c'était aussi important de pouvoir développer aussi cette expérience et cette hospitalisation et son vécu. Et donc, elles sont partantes justement pour évoquer leur vécu avec d'autres patientes, d'autres patients, parce qu'en fait, c'est une population, des profils patients qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup dans le milieu associatif. Notre chirurgien nous a informé aussi là-dessus, nous a aussi interpellé et enfin nous a dit qu'il fallait faire attention au militantisme et aussi de par ses profils patients, etc. Donc voilà, donc c'est question éthique, oui, ça a été du questionnement, c'est toujours du questionnement sur ces prises en charge, enfin, c'est-à-dire pas que pour ces prises en charge, hein, mais ça a permis d'échanger pas mal aussi avec l'équipe, d'enlever tous les a priori aussi des soignants, et puis de se dire à l'hôpital, on ne choisit pas qui on soigne selon ses convictions, on soigne tout le monde de la même façon, et donc ça a permis de faire émerger toutes ces questions et tous ces échanges avec les équipes, et quand je parle de co-construction, je le fais
rapide, mais en effet, ça a été des échanges, que ce soit informels dans les couloirs, salle de soins, en salle de pause, mais ça a été des échanges avec les collègues cadres. Avec Bénédicte, on était sur le même pôle il y a encore quelques mois. Donc ça a permis en effet des échanges avec d'autres collègues aussi, d'autres collègues cadres, mais d'autres collègues du CHU qui me questionnent depuis sur cette chirurgie, ce profil patient. Les premières réunions auxquelles j'ai assisté sur le sujet, je me rappelle très bien de la nature des échanges et on avait une partie de l'équipe, Hélène qui était là et le chef de service, et on a évoqué le fait de certains professionnels de l'équipe qui refuseraient de prendre en charge ces patients. Et moi j'ai rappelé la règle en disant je suis désolé mais vous travaillez dans un service public, dans un hôpital, vous faites partie d'une équipe, soit vous adhérez au projet médical de l'unité et vous soignez tout type de patients, ou alors vous ne pourrez pas rester dans l'unité. Donc ça c'était le premier niveau de discussion, c'était un petit peu raide, mais j'étais obligé de rappeler la règle et c'était essentiel. Par contre, Hélène derrière, elle a fait le travail d'accompagnement avec l'équipe chirurgicale et à son niveau elle pour que ça fasse sens et que petit à petit on fasse tomber les a priori, etc. Mais au final, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a quitté l'unité depuis ce type de prise en charge, et quelque part ça a donné du sens. Et je trouve que c'est chouette parce que c'est pas simple de décréter pour une équipe, bah, demain vous allez prendre en charge des patients pour ce type de chirurgie. C'est normal qu'on porte cette parole-là, mais derrière il faut l'accompagner, et je trouve que le travail du cadre en binôme avec le chef de service, hein, c'est vrai que c'est un partenariat qui est essentiel sur des sujets comme ça. Il a permis d'installer ces prises en charge et que ça se passe très bien. Et c'est une activité sur laquelle on a beaucoup avancé sur le partenariat patient. C'est une démarche qu'on porte sur le CHU de Rennes. Et la porte d'entrée sur la chirurgie d'affirmation de genre, elle a été essentielle parce que c'est une chirurgie qui s'y prête bien, avec des patientes qui sont impliquées et qui sont très volontaires pour rentrer dans la démarche du partenariat. Donc c'était une belle expérience. Voilà. Merci.